Alors j'ai décidé d'écrire ce livre autour du mois de mars-avril de l'année dernière. C'était après les attentats de Charlie, où j'étais montée au front d'ailleurs avec mon premier bouquin pour justement alerter sur la montée de l'islam radical dans les quartiers, la montée du salafisme, de toutes ces bombes à retardement que sont ces jeunes qui se radicalisent et du communautarisme islamique. Et à l'époque, on avait dit que j'étais dans la stigmatisation, j'étais dans l'exagération et que j'étais anxiogène. Et donc ça m'avait un peu chagrinée quand même. Je trouvais que c'était un procès assez injuste. Certains étaient même allés jusqu'à dire que j'étais islamophobe. Et avec beaucoup d'attention, j'ai suivi la tournure des événements et l'après Charlie. Je me suis rendu compte que finalement, après les beaux discours, après le défilé, il n'y avait pas grand-chose qui était fait, qu'on retombait vite dans nos travers, c'est-à-dire une certaine vision assez romantique, beaucoup d'angélisme sur toutes ces questions et une façon de ne pas ni vouloir voir les choses, ni vouloir dire les choses telles qu'elles sont. Ce qu'on appelle le déni de réalité. Et donc j'ai voulu le dénoncer dans Je suis Marianne parce que je trouve qu'on a fait finalement un procès à la République qui était assez injuste et j'ai voulu rappeler quelles sont les missions de Marianne, de la République, une espèce de reconnaissance vis-à-vis de la France, ce pays qui m'a accueillie aussi puisque je suis née en Kabylie et que mes parents ont quitté l'Algérie à cause des islamistes et c'était une façon de redire des choses de bon sens qu'on a tendance à oublier et aussi de dire merci et d'arrêter l'autoflagellation dans laquelle on a tendance à tomber en France. Je pense qu'il n'y a pas de traitement spécifique à apporter aux populations issues de l'immigration. Vous savez, majoritairement, issues de l'immigration, on en est quand même à la troisième, voire à la quatrième ou cinquième génération. Donc à un moment, c'est plus une question d'intégration. Aujourd'hui, on est dans une situation où on a une génération qui est totalement en guerre contre la République pour une partie d'entre elles. L'intégration, c'est aussi une question de volonté individuelle. Qu'aujourd'hui, il y a un pas qui doit être fait vers la République et il y a des gestes, des démonstrations d'amour, de reconnaissance qui doivent être faits et qui ne le sont pas aujourd'hui. C'est pas toujours on a tendance à voir ça comme une démarche passive, mais ce n'est pas une démarche passive que de s'intégrer ou de réussir. Il y en a énormément quand même des jeunes issus de l'immigration, issus des quartiers qui réussissent, qui font des études. J'en ai énormément autour de moi. Les études dans le supérieur sont quand même gratuites en France. On a des bourses. J'en connais qui sont devenus journalistes. J'en connais qui sont avocats. J'en connais qui sont dans la finance. J'en connais qui sont fonctionnaires de différentes catégories. Et ceux-là, on ne leur donne pas le droit à la parole. Mais en même temps, ils ne la demandent pas parce qu'ils sont dans leur vie totalement intégrés, ils ont leur travail, leur famille et ils vivent tranquillement, paisiblement. Et ils subissent en retour ils subissent la discrimination provoquée par cette minorité de réclamants et cette minorité aussi qui se radicalise. Et c'est là qu'est le problème. On ne montre que ceux qui vont mal et ceux qui font le moins. Finalement, c'est comme si on mettait les projecteurs sur les mauvais élèves de la classe. Moi, j'ai connu le racisme, j'ai connu la discrimination. J'ai poursuivi mon chemin avec détermination et ténacité pour justement ne pas donner raison aux personnes qui voudraient m'atteindre en étant dans le racisme ou la discrimination. Moi, je pense qu'il faut plus d'intransigeance dans l'application de nos lois et de nos principes, cesser d'avoir la main qui tremble, cesser d'être dans la culpabilité, voire même l'autoflagellation, parce qu'on dit sans arrêt, c'est parce qu'ils viennent des quartiers, c'est parce qu'ils sont pauvres, c'est parce qu'ils sont issus de l'immigration, c'est peut-être parce qu'on n'a pas su les accueillir, c'est peut-être parce que l'école... On se remet sans arrêt en question. Et je crois qu'il faut sortir de ces schémas-là aujourd'hui, parce qu'eux ne doutent pas. Et à chaque fois qu'on sera dans le doute, à chaque fois qu'on aura la main qui tremble, ils avanceront. Et ils feront avancer leur thèse nauséabonde et ils feront reculer les droits des femmes, et ils feront reculer la fraternité, et ils feront reculer la République. Donc maintenant, on doit être droit dans nos bottes et cesser de se remettre en question et s'affirmer, parce qu'on attend aussi ça de la France au niveau international.
La France, le pays des Lumières, la France, le pays des droits de l'homme, la France, le pays aussi du féminisme. Et je pense aux nombreuses femmes dans le monde qui nous regardent et qui nous disent surtout ne reculez pas. Surtout ne reculez pas parce que nous aurons aucune référence, nous n'aurons aucun moyen dans leur pays, en tout cas, de gagner quelques bouts de liberté si la France recule. Mais le pas d'amalgame, je vais vous dire de manière très directe, ça m'a fatiguée. Pas d'amalgame, c'était une injonction de ne pas dire les choses. Et c'était une façon de mettre en place, alors après les manifestations pour la liberté d'expression, de mettre en place une nouvelle forme de censure. On n'avait pas le droit de dire les choses parce qu'attention, pas d'amalgame. Mais qui fait l'amalgame? Personne. Lorsque je dénonce les dérives dans les quartiers, lorsque je dis que l'islam radical gagne dans certains quartiers, gagne certains esprits, que c'est eux qui sont en train d'imposer une nouvelle norme de ce qu'est l'islam auprès des musulmans. Quand on dit que ces terroristes, il faut bien les qualifier, on dit que c'est des terroristes islamistes, et qu'on vous dit non, pas d'amalgame, j'ai juste l'impression que ceux qui disent pas d'amalgame sont en train d'en créer. Parce qu'il y a aucun amalgame lorsqu'on dénonce les islamistes, on ne dénonce pas les musulmans, on dénonce les islamistes, c'est quand même très différent. Moi j'ai eu l'impression que c'était une espèce de méthode Coué, de dire pas d'amalgame, attention je suis à deux doigts d'en faire un, mais je me répète pas d'amalgame pour se guérir. Et vraiment je crois qu'il faut sortir de ces espèces d'autocensure, dire les choses, parce que quand on respecte les personnes, on dit les choses. Quand on respecte son ami, on lui dit la vérité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, au sein de la communauté musulmane, même si j'aime pas parler de communauté, parce que je considère qu'il n'y a qu'une communauté, c'est la communauté nationale, il y a un problème, il y a une espèce d'omerta qui s'est mise en place. Ceux qui dénoncent les choses de manière très claire sont montrés du doigt, sont menacés, sont insultés, je le suis. Et c'est une façon aussi d'essayer de faire taire finalement les voix qui s'élèvent. Et donc, les musulmans de France aujourd'hui doivent dénoncer de manière très forte, très claire, les dérives qu'il y a au sein de cette communauté. Et malheureusement, ce n'est pas fait de manière suffisamment claire et sans ambiguïté. Aujourd'hui, porter un niqab, porter une burqa, porter un jilbab en France ou un camis et une longue barbe après tous les événements, c'est quand même une sacrée provocation. Je dirais même que ces jeunes femmes sont, par leur tenue, démontrent un certain soutien aux terroristes et en tout cas au salafisme. Et ça, c'est extrêmement grave. Ne pas renoncer à une tenue qui n'est pas une tenue musulmane, mais une tenue d'islamiste, parce que c'est pas une tenue musulmane, hein, la burqa quand même. Ne pas y renoncer après l'ensemble des événements qu'on a connus, après les tensions qui existent dans le pays, alors qu'on sait que c'est vécu comme une provocation, c'est vraiment qu'on est en soutien de ces terroristes et qu'on est en soutien du salafisme et qu'on a une volonté de provoquer, y compris des émeutes, voilà, des accrochages, que ce soit physique ou verbal. Et le fait qu'elle n'y renonce pas, moi je trouve ça extrêmement grave et je trouve que ça dit beaucoup de leur détermination. Si elles l'avaient retirée, on se serait dit, tiens, elles sont beaucoup plus attachées à la France, à la République, elles sont dans cet élan cet élan plein d'émotions, on était très sensibles quand même après le 13 novembre. Et elles sont dans ce partage-là, dans cet affect-là, et elles n'ont pas retiré. Donc c'est comme si elles marquaient, c'est comme s'il y avait un schisme en fait au sein de la France, de la communauté nationale. Et c'est, je trouve leur tenue extrêmement
Enfin, c'est vraiment, moi, ça me bouleverse. Moi, je préfère la mode des robes, des mini-jupes Courrèges ou H&M d'ailleurs. Hein, voilà, des talons, des cheveux au vent. Je préfère cette mode qui a libéré les femmes. Et là, ils sont en train d'accompagner l'asservissement des femmes au nom, au nom du capitalisme et du marché potentiel qu'il y a. Je trouve c'est absolument sinistre. Et c'est pour ça que peut-être il y aurait un travail aussi à faire au niveau législatif, que ce soit en France ou au niveau européen, pour éviter cette dérive. L'entreprise a une responsabilité, on parle de responsabilité sociétale des entreprises, elle a aussi une espèce de responsabilité, je dirais, morale pour ces enseignes. Et là, accompagner l'asservissement des femmes, l'enfermement des femmes, et en plus, alors dire que c'est au nom de la mode, c'est extrêmement dangereux. Et moi, je les condamne. Et je suis d'accord avec notamment Elisabeth Badinter qui avait appelé au boycott de ces marques. Mais bien sûr qu'il faut les boycotter, bien sûr. Et c'est intolérable. Ce n'est pas parce que ça représente des milliards de chiffres d'affaires potentiels qu'il faut accompagner ce mouvement de fond qui veut que les femmes soient enfermées et que leur corps doit disparaître de l'espace public. Je pense que l'islam doit faire un grand nettoyage d'une partie de ces textes, qu'on doit clairement condamner certaines parties du texte sacré, où il y a encore des ambiguïtés, où il y a encore des paroles qui sont, enfin des écrits qui sont antisémites, homophobes, contre l'égalité homme-femme. Donc il y a un véritable travail qu'il va falloir faire. Il faut un islam de France qui soit pleinement, totalement compatible avec les valeurs de la République, qui disent que c'est les lois de la République qui s'appliquent avant les lois de Dieu, qui disent clairement que les femmes sont l'égale des hommes et qui finalement s'adapte à la culture française. Parce que l'islam est différent finalement dans chaque pays. Il y a les 5 piliers fondamentaux de l'islam qui ne changent pas, qu'importe les régions du monde où l'islam est pratiqué. Mais vous prenez l'islam d'Arabie Saoudite, du Pakistan, d'Indonésie, d'Algérie, c'est complètement différent. Donc je pense qu'un islam de France est possible et j'aimerais aussi que cet islam de France condamne le port du voile parce que je crois que c'est un symbole qui serait très fort et qu'en plus ça n'enlèvera rien à personne parce que le voile ne fait pas ce n'est pas parce que vous portez un voile que vous êtes une femme pure ou une véritable croyante sincère. Mais par contre, je pense que ça fera beaucoup au niveau de la cohésion nationale et ça permettra de clarifier finalement beaucoup de choses. J'ai toujours des craintes parce que j'ai l'impression qu'on a parfois la mémoire courte en France. Et j'espère qu'on ne l'aura pas parce que sinon on ira vers un destin qui sera celui qu'a connu l'Algérie pendant 10 ans. Et mes parents ont fui les islamistes, c'est pas pour les retrouver en France. J'ai pas envie de les retrouver en France en 2016 et dans les années à venir. Donc combattons-les aujourd'hui. Ne soyons pas juste dans la compréhension. Faut pas chercher à les comprendre, faut les combattre. Et voilà, ne tombons pas dans le piège d'essayer de trouver des ressorts psychologiques ou sociologiques. Soyons dans le combat pour une fois.